Bonjour, dans la continuité de notre exploration du monde microbien selon de nouvelles expériences qui datent déjà pourtant d'il y a 130 ans et tout au long encore du XXe siècle, afin de voir ce monde microbien sous un autre jour avec un autre regard, je vous propose de continuer donc cet exposé du docteur Yves Couzigou qui avait publié toujours en 1992 dans la revue du Centre Vie et Action Enseignement de la Naturopathie dans le sud de la France, centre créé par André Pasbec, naturopathe toujours, voilà pour les précisions. Donc le docteur Yves Couzigou qui avait publié toute une réflexion et un travail intitulé Phobie des microbes et manie vaccinale. Alors, dans un nouveau chapitre, souvenez-vous, après vous avoir exposé la physiologie des microbes et le credo pasteurien de l'asepsie cellulaire, nous pouvons continuer donc avec ce nouveau chapitre sur le microbe et ses métamorphoses spécifiques. Pour maintenir le dogme erroné de l'asepsie cellulaire, certains chercheurs voudraient biaiser en prétendant que les virus ne seraient réellement pas doués de vie autonome. Je vous renvoie donc à la vidéo précédente sur le credo pasteurien de l'asepsie cellulaire, comme en parlait donc le docteur Yves Couzigou, afin d'avoir le préalable de ces chercheurs qui essaieraient de biaiser donc en prétendant que les virus ne seraient réellement pas doués de vie autonome. Pourtant, comme l'a fait remarquer Ross Aiken Gortner, le fait que les virus se sédimentent par ultracentrifugation à une vitesse uniforme ne démontre aucunement leur nature moléculaire. En effet, les œufs d'Ascaris sum peuvent être centrifugés à une très grande vitesse, 150 000 fois la pesanteur, pendant 4 jours et demi sans être détruits. Si l'on ne disposait d'aucun moyen d'apercevoir ces œufs, ne dirait-on pas, comme dans le cas des virus, qu'il s'agit de particules homogènes se sédimentant à une vitesse uniforme, donnant les réactions caractéristiques des protéines et présentant un haut poids moléculaire ? Ces œufs centrifugés gardent cependant le pouvoir de se transformer en ascaris et nous allons exposer des faits établissant que tout virus peut se métamorphoser de façon spécifique en bactérie, puis en mycélium, moisissure ou microphyte, de son espèce microbienne. Dès 1885, un disciple de Béchamp, le biologiste français Taxis, avait réussi à faire germer des virus et même des cristalloïdes vivants grâce à l'ingénieuse modification apportée au porte-objet de son microscope, dont l'anneau de verre comportait dans sa hauteur 3 ouvertures, à chacune desquelles était fixé un petit tube de verre contenant un coton et continué par un tube de caoutchouc communiquant, l'un avec une éprouvette contenant du chlorure de calcium, l'autre avec un flacon contenant de l'eau, le troisième avec un aspirateur. Le virus à cultiver était placé à la face inférieure d'une lamelle mince luttée sur l'extrémité supérieure de cet anneau de verre ainsi modifié. La partie du porte-objet, transformée de cette façon en une véritable petite serre de culture microbienne, était stérilisée selon les procédés classiques et il suffisait de faire fonctionner l'aspirateur tout en obturant soit l'un, soit l'autre des 2 autres tubes de caoutchouc pour obtenir dans cette serre microscopique soit de l'air sec, soit de l'air humide, mais toujours filtré sur le tampon de coton des tubes de verre. Toute chance d'introduction d'un corps étranger était ainsi évitée, et Taxis pouvait observer, aussi longtemps qu'il le voulait, un même microbe dans ses états successifs. Pour l'étude de la vitalité et des métamorphoses des microbes, le microscope de Taxis, bien que datant de 1885, est supérieur et de loin à tous les microscopes modernes et il mériterait une vaste vulgarisation qui serait d'autant plus facile qu'il suffit seulement de modifier l'anneau de verre du porte-objet
en une serre où l'on peut obtenir le climat désiré. Voici notamment, pour s'en convaincre, ce qu'écrivait Taxis dans le bulletin de la Société d'horticulture et de botanique de Marseille, paru en 1885. Que l'on mette en culture ces cristalloïdes et on les verra conserver leur forme et leur aspect sous l'influence de l'humidité. La dessiccation, au contraire, les détruira. Et, à leur place, on trouvera dans la culture des gouttelettes hyaloplasmiques capables d'évoluer. Les microphytes, lorsqu'ils cessent de s'accroître, repassent à l'état de hyaloplasma et peuvent même prendre, sous la forme cristalloïde, l'état de vie latente en attendant des conditions meilleures. Mes recherches, toutes imparfaites et incomplètes qu'elles soient, m'ont permis de suivre un même être depuis l'état de protoplasma indifférencié, de hyaloplasma, jusqu'à celui d'un champignon déjà assez élevé, pénicillium. Elles m'ont permis de faire apparaître dans ce pénicillium une coloration verte due à de la chlorophylle, substance dont l'apparition a toujours semblé impossible dans un champignon. Le savant Taxis, en se rendant maître des conditions de vie imposées aux microbes mis en culture dans la serre minuscule du porte-objet de son microscope, avait réalisé une véritable horticulture microscopique. Bien avant l'américain Stanley et le russe Boschian, et beaucoup mieux qu'eux, il avait dès 1885, grâce à son merveilleux microscope, étudié les virus cristallisés, leur transformation possible en mycélium, pénicillium, et de plus constaté la possibilité de l'évolution inverse. Dès 1926, le docteur Tissot, ancien professeur de physiologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris, à voir donc ces 3 volumes intitulés Constitution des organismes animaux et végétaux, causes des maladies qui les atteignent, donc en 1926, 1936 et 1946, sachant entre parenthèses que le volume de 1946 s'intitule très exactement Constitution des organismes, causes des maladies. Donc Jules Tissot, en 1926, avait, par des procédés différents, scientifiquement démontré que tous les virus, comme toutes les toxines, ne sont que des spores d'hyphomycètes pouvant traverser les filtres grâce à leur mouvement brownien et pouvant, qu'ils soient pathogènes ou non, se transformer en moisissures, microphytes, plantes microscopiques, plantes mycéliennes, dont les éléments de segmentation mycélienne donnent les bactéries de leurs espèces respectives. Autrement dit, tout virus est tellement vivant qu'en germant, il peut donner un mycélium arborisé, c'est-à-dire un microphyte dont les entrenœuds des tiges et rameaux mycéliens sont des bactéries. Voilà aussi ce qu'avait démontré donc le docteur Jules Tissot, 1926, 1936, 1946. Il a écrit 3 gros volumes à ce propos. On continue donc dans le chapitre suivant intitulé « Dogme erroné du monomorphisme bactérien ». Le dogme du monomorphisme microbien est donc faux, puisque dans chaque espèce microbienne, il y a 3 stades de métamorphose. La forme virus, la forme bactérie ou bacille, la forme mycélienne, que l'on peut appeler la virose, la bactériose et la mycose. Les découvertes modernes établissent que l'origine génique des enzymes ne fait guère de doute et pour beaucoup de chercheurs, les virus et les gènes sont des unités biologiques identiques ayant une parenté directe avec des bactéries. Par l'intermédiaire des formes L récemment reconnues. Des travaux tout récents effectués au microscope électronique par messieurs Xalabardé et Cullell de Barcelone,
prononcés à la française pour leur nom de famille. Donc ces travaux tout récents effectués au microscope par ces deux chercheurs espagnols démontrent en outre que les bactéries peuvent avoir une phase sexuée et doivent être classées parmi les moisissures puisqu'elles peuvent donner des mycéliums. On cite donc une partie des travaux de ces deux chercheurs espagnols qui ont publié en anglais, donc je vous le dis en anglais et ensuite la traduction vient. Rod-shaped bacteria are true arthrospores of a fundamental mycelium, whereas coccoid bacteria represent the conidia or sporangia of a less differentiated mycelium. Donc très exactement, rod-shaped bacteria, ce sont la bactérie en forme de bâtonnet, la bactérie en forme de bâtonnet, rod-shaped bacteria en anglais, est un réel arthrospore. Alors les arthrospores, ce sont des spores de champignons avec des caractéristiques particulières, voilà, notamment enfermées à l'intérieur du mycélium. Donc ces bactéries en forme de bâtonnet sont de réels arthrospores d'un mycélium fondamental, tandis que les bactéries conidies, donc les conidies ou conidiospores aussi on dit, alors les bactéries coccoïdes, on reprend, tandis que les bactéries cocciformes, on va y arriver pour la traduction. Coccoid bacteria, ce sont les bactéries cocciformes, tandis que ces bactéries cocciformes représentent des conidies ou des sporanges, donc conidies ou conidiospores. Pour les bactériologistes ou virologistes, voilà, ceux qui font aussi de l'infectiologie, je crois que les termes leur seront plus familiers. Voici les exactes donc, trouvailles de ces deux chercheurs espagnols. Donc, tandis que les bactéries cocciformes représentent la conidia ou le sporange d'un mycélium quelque peu moins différencié. Alors peut-être pour le lecteur qui n'est pas intéressé par ce monde microbien et notamment la bactériologie, ça va sembler être du charabia, mais l'étendue, la portée de cette découverte, je pense, pour tout biologiste curieux, est extraordinaire. Et on l'a laissé de côté. Donc moi, je prends vraiment j'ai beaucoup d'intérêt à vous l'exposer ici, même si pour l'instant, pour beaucoup, ça ne vous avancera pas énormément pour comprendre le monde microbien. Simplement, retenez qu'il y a eu des recherches déjà dès 1885 par un disciple de Béchamp et encore par la suite par Jules Tissot et encore par la suite par d'autres chercheurs et que ce qu'ils ont trouvé n'a jamais été porté à la connaissance de toutes et tous parce que ça vient contrecarrer donc beaucoup de dogmes, notamment le dogme pasteurien, celui de l'asepsie cellulaire et en plus celui du monomorphisme bactérien. Ici, on expose des recherches qui aboutissent à des résultats qui montrent le polymorphisme bactérien. Voilà pour la traduction. Donc ces recherches de Xalabardé et Kullel ont été publiées dans la presse médicale du 23 février 1963 dans une étude sur la transformation en virus de bactéries gram-positives, très exactement. Passionnant. De tout cet exposé, il résulte indéniablement que virus, bactéries et moisissures, microphytes, sont, dans la même espèce microbienne, le même être métamorphosé à des stades de développement différents. Comme la graine, la bouture et la plante sont le même être métamorphosé dans la même espèce végétale, et comme le sont la chenille, la chrysalide et le papillon dans leur espèce animale. Voici deux belles comparaisons pour mieux comprendre ce qu'est le polymorphisme microbien et en continuant de fonctionner sur le dogme du monomorphisme bactérien.
on ne peut pas avancer sur la compréhension du monde microbien et de son réel travail de symbiose dans le corps humain sans lequel on n'existerait pas tel que l'on est. J'ajouterais donc que venir contrarier toute cette perfection du monde microbien, y compris à l'intérieur du corps humain, c'est s'exposer à des conséquences imprévisibles. Voilà dans le cadre de notre réflexion globale sur les microbes, donc bactéries, virus, champignons, levures. On n'est pas encore en parasitologie, mais ça peut être aussi une extension. Et qu'est-on en train de faire quand on inocule des pseudo-microbes, des chimères avec les vaccins à l'intérieur de l'organisme humain? Quand on considère ce fonctionnement du monde microbien à l'intérieur du corps humain sous un regard donc de polymorphisme et non pas de monomorphisme sur lequel on fonctionne en tant que dogme depuis la fin du 19e siècle. Voilà, j'espère que cette lecture aura apporté à certaines et certains d'entre vous des pistes de nouvelles recherches, d'aller creuser un peu ce sujet. Si vous avez besoin d'autres références de précision, je suis là. Vous pouvez donc écrire par mail. Je vous répondrai avec plaisir, bien sûr, autant que j'ai certaines réponses ou je pourrais vous orienter sur d'autres pistes. En tout cas, je vous souhaite une très bonne réflexion par rapport à ce sujet extrêmement passionnant du polymorphisme microbien. À très bientôt!